Bonsoir, bienvenue à l'EDAI et sur ce live où nous allons voir ensemble le dessin en architecture d'intérieur et les différents types de dessins que l'on peut rencontrer en archi d'intérieur. Alors bien évidemment, ce soir, ça sera comme une sorte d'avant-goût, une sorte d'entrée sur le dessin en archi. Je vais vous présenter les styles de dessin différents que l'on peut rencontrer en archi d'intérieur, les dessins bien sûr qui peuvent être réalisés à la main. Alors, pour le sommaire, je ferai une introduction en fait au dessin d'architecture, le croquis rapide, ce que c'est, l'élévation, les matières et les textures, la perspective à 1 et 2 points de fuite et l'axonométrie. Je ferai ensuite un petit exercice de reconnaissance avec des exemples en images. Il faudra reconnaître en fait si c'est un croquis rapide, une élévation ou bien une axonométrie. Et puis je ferai un petit exercice pratique en fait. Ça va être une série de dessins, de 3 dessins, où je vais travailler en fait d'après une photo et je vais travailler dessiner un dessin à un point de fuite. Et c'est bien évidemment un exercice que l'on peut faire ensemble. Et je ferai ensuite un autre petit exercice où là on partira d'un plan, celui d'une petite cuisine, et nous ferons une élévation. N'hésitez pas, bien sûr, à m'envoyer des messages si vous avez des questions. Je me ferai un grand plaisir de répondre à vos questions. Alors, l'introduction, l'idée en fait dans le dessin d'architecture, c'est que le dessin vient appuyer vos idées. Il peut être comme une sorte de post-it, un message, et permet aussi de concevoir un espace, de réaliser des ébauches, et tout ceci même avant de lancer le véritable projet. Le dessin, en fait, c'est un peu le moment le plus important parce qu'il a un côté aussi très personnel, c'est votre touche personnelle, votre sensibilité que vous allez mettre en avant. Alors bien évidemment, il y a certaines personnes qui ne se sentent pas très à l'aise avec le dessin, ce que je peux comprendre. Mais en fait, dans le dessin d'archi, ce qui est assez excellent et délicieux, c'est que l'on peut avoir aussi bien un dessin au trait, réalisé à la règle, un petit peu plus carré, un petit peu plus froid, et aussi un dessin main levée. En fait, je dirais que la base du dessin d'archi, c'est avant tout d'être bien placé dans la page, d'avoir la notion de profondeur et de perspective, par exemple. Et puis, on peut laisser libre cours à son imagination. On ne doit pas avoir peur d'un trait un petit peu fragile, d'un trait un petit peu tremblant. Bien au contraire. C'est une sorte de... je trouve que ça met en avant, votre travail et votre sensibilité. C'est un peu, parfois je dis que c'est un peu comme le timbre de votre voix. Alors, pour voir ensemble les différents types de dessins, alors bien évidemment, ce que je vous propose là, c'est à titre d'exemple. Il y a énormément de types de dessins différents en archi d'intérieur, mais pour ce soir, je trouvais intéressant que l'on voit ensemble certains types de dessins que vous serez amenés à rencontrer lors de vos études et lors de votre pratique professionnelle. Et aussi, ce sont des types de dessins que nous allons voir ensemble. Donc, le croquis rapide, l'élévation, on va parler aussi un petit peu de matière et de texture, la perspective à 1 et 2 points de fuite et l'axonométrie. Alors, le croquis rapide, ça permet d'exprimer une idée. C'est un dessin main levée et très rapide. Donc, pas de détails. Parfois, c'est assez tentant et on se laisse avoir et on commence à rentrer dans les détails, mais c'est tout le contraire. Vraiment, le croquis rapide, c'est un dessin vif, nerveux, main levée, donc pas de travail à la règle. Il peut être réalisé avec un crayon à papier ou bien un liner. Un liner, c'est une sorte de petit feutre noir avec une mine extrêmement fine. Ensuite, on abordera d'autres dessins qui auront un aspect un petit peu plus technique, un petit peu plus graphique. Nous aurons l'élévation. L'élévation, en fait, c'est un dessin qui représente la vue de face d'un bloc, par exemple une cuisine en entière, et on dessine qu'un pan de mur. Et sur ce pan de mur, imaginez qu'on prendrait tous les éléments de la cuisine et qu'on viendrait les poser, les coller contre le mur. Donc là, en fait, c'est un dessin à la règle. C'est un dessin où on peut indiquer des cotes. On peut aussi indiquer, annoter des choses. Je dirais que c'est un dessin où il n'est pas question de perspective ni de profondeur. C'est un dessin où on peut prendre aussi du plaisir, ajouter de la couleur et de la texture de la matière. J'en reviens justement à la matière et la texture. Elles indiquent la qualité des matériaux. Elles indiquent aussi une touche. C'est un moment fort, ça peut être aussi votre idée. Donc la couleur, elle vient comme un mot pour expliquer votre projet. Elle vient aussi pour représenter la matière. En aucun cas, on nous demande de réaliser un marbre parfait. Juste quelques indications et par exemple, faites une annotation. Indiquez le nom du marbre, d'où il vient. Ça, c'est extrêmement important. Ça prouve que
vous connaissez les matériaux et que vous pouvez les sourcer. Et ça, c'est très intéressant. Sur un dessin comme une élévation, où on peut travailler donc la matière, mais sur d'autres dessins aussi, bien évidemment, vous pouvez rajouter des annotations. Les annotations permettent d'exprimer des choses et nous aident à faire comprendre le dessin. Ensuite, nous avons le dessin en perspective qui permet d'avoir une vue de l'espace en profondeur. Ce dessin-là, il est construit avec une ligne d'horizon et un point de fuite. Et la ligne d'horizon, en fait, elle se trouve à la hauteur de nos yeux. C'est nous qui regardons l'espace, et si je venais à prendre un crayon, que je le posais sur mon nez et que je tirais en fait mes bras, et bien cette ligne d'horizon, elle serait là. Et c'est assez facile parce qu'en fait, la ligne d'horizon, cette ligne d'horizon, il y a un point, le point de fuite. Et le point de fuite, en fait, ce sont toutes ces arêtes, toutes ces fuyantes qui convergent vers un point. Si je pouvais peut-être résumer, la ligne d'horizon définit les points de fuite, les fuyantes qui vont vers elle, donc qui descendent quand elles sont vers le haut et qui montent quand elles sont vers le bas. Et ça permet de réaliser un dessin en profondeur et aussi d'exagérer. Par exemple, notre table basse, elle sera légèrement déformée, puisque les fuyants de notre table basse, par exemple, iront vers le point de fuite, comme c'est une sorte d'aspiration. La perspective peut être 1, 2 ou 3 points de fuite, plusieurs points de fuite. Pour le moment, nous allons voir le 1 et 2 points de fuite. Ça semble être très très bien. Et puis il y a l'axonométrie. L'axonométrie, imaginez une famille. Une famille pour dessiner aussi en profondeur. Mais attention, cette fois-ci, il n'y a aucune déformation. L'axonométrie, c'est un dessin technique, alors que vous pouvez réaliser à la règle ou bien main levée. Parfois, on utilise aussi un papier isométrique pour réaliser une axonométrie. En fait, l'axonométrie, quelque part, vous la connaissez, dans les modes d'emploi, par exemple, pour monter certains meubles. C'est une façon, en fait, de représenter un objet ou bien un volume avec un point de vue qui fait que là, par opposition avec la perspective à 1 ou 2 points de fuite, il n'y a pas de déformation, en aucun cas. Donc c'est assez étrange parce qu'il y a cette façon ludique de dessiner, un petit peu comme dans un jeu vidéo, dont vous reconnaîtrez sûrement le thème. Et là, l'axonométrie permet de rentrer dans un volume. Donc en même temps, c'est un dessin, je dirais, un peu technique, que l'on réalise à la règle, très facile à réaliser, et qui vous permet d'expliquer un volume, un espace complet, un client potentiel, et de se promener dans un espace. Je voulais vous montrer quelques petits exemples, puisque là j'ai fait une énumération de termes que je n'espère pas trop barbares. Donc là, je voulais voir avec vous, en fait, tous les termes que j'ai utilisés et les dessins, comme ça vous voyez à quoi ils ressemblent. Là, je voulais vous montrer ce que c'est qu'un croquis rapide. Alors, un croquis rapide, comme vous le voyez, donc là, c'est un croquis d'un bâtiment extérieur, et puis j'ai pris aussi un petit point de vue différent, ce sont deux artistes différents. C'est un trait nerveux, ce que vous pouvez reconnaître. Il n'y a pas de détails. On a l'impression aussi que ça a été fait comme sur le vif. Et malgré tout, on sent la profondeur, il y a de la justesse. Dans le deuxième dessin, je l'ai sélectionné aussi parce qu'il y a l'ajout de la couleur. Dans les dessins, les croquis rapides, alors dessin ou croquis, ce sera le même terme. Les croquis ou les dessins rapides, on peut ajouter la couleur comme une forme d'annotation aussi. Vous vous souvenez, j'avais expliqué qu'on peut écrire quelque chose sur le dessin, mais la couleur aussi veut dire quelque chose. C'est votre voix, ce que vous voulez mettre en avant. Avec une touche de couleur, on exprime quelque chose, même si c'est un croquis rapide. Là, je vous ai montré des croquis rapides qui sont évidemment avec de la perspective et de la profondeur. Celui de gauche, c'est un dessin, donc un croquis rapide avec une perspective à 2 points de fuite. Et celui de droite, alors excusez-moi, je vais juste vous montrer celui avec juste l'immeuble, juste le bloc d'immeuble. C'est celui-ci qui a la perspective à 2 points de fuite. Et l'autre dessin qui se trouve un petit peu plus haut, lui, c'est un dessin perspective avec un point de fuite. Je vais vous montrer un autre type de dessin beaucoup plus fort, beaucoup plus reconnaissable. Voici maintenant l'élévation. Donc c'est quelque chose dont je vous ai parlé, c'était un peu l'idée de prendre tous les meubles d'un espace et les pousser directement sur un pan de mur. Donc l'élévation, c'est un dessin qui se veut aussi technique, où là, par opposition, je dirais au dessin perspective ou bien à l'axonométrie,
il n'y a aucun volume. C'est comme une sorte de photographie très plate, en fait, qui décrirait de façon un peu froide tous les blocs d'éléments qui sont sur un espace. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on combine aussi les deux choses, c'est-à-dire qu'il y aura des annotations, des cotations, comme vous pouvez le remarquer, et en même temps aussi de la couleur. Parce que c'est possible. Il n'y a pas en fait dans le dessin d'Archie, ce qui est très agréable, c'est qu'il y a une part de créativité. Donc vous pouvez prendre des libertés. Vous pouvez évidemment dessiner au crayon à papier ou bien au liner, vous pouvez ajouter de la couleur, ajouter de la matière et des annotations. Ce n'est pas un cadre fermé, c'est un espace avec des outils et vous pouvez vous jouer avec. Donc là, vous voyez un premier exemple avec donc un travail en couleur, en matière, et avec des annotations et des cotations. Et vous avez de l'autre côté un autre petit dessin, beaucoup plus froid, mais qui présente une petite vue de haut, comme ça je comprends bien tous les éléments, et une élévation, qui correspond exactement à la vue de haut. Sur la vue de haut, comme vous pouvez le remarquer, on ne peut pas savoir les éléments hauts, est-ce qu'il y a des étagères ou bien une ouverture. C'est pour ça que l'élévation permet de donner un petit peu plus d'informations. Je dirais que l'élévation est assez importante quand on travaille le sur-mesure. Ça permet les cotations, les annotations et par les matières. Ce sont des dessins que l'on peut faire de préférence à la règle et qui sont là, je dirais, pour décrypter, expliquer un peu plus finement un projet. Voilà maintenant un petit peu de matière et texture. Alors j'ai pris le parti de choisir des dessins où l'on voit vraiment le plan, parce que je trouvais que c'était beaucoup plus esthétique, et toujours on combine alors des annotations, des cotations et la matière. Comme vous pouvez le voir, on reconnaît donc les matériaux utilisés, mais il y a aussi de petits cartouches, de petites pastilles, de petits zooms qui reprennent la matière qui se trouve sur le dessin. Donc là, vous avez un plan et qui est donc écrit annoté. Ça permet vraiment de rajouter de la précision dans votre travail et de sourcer d'où viennent les matériaux. En aucun cas, on attend de nous de reproduire fidèlement un terrazzo ou bien un chêne. Juste utilisez, croisez des couleurs différentes, faites quelques nervures par exemple, et vous indiquez l'essence du bois. Ça, c'est extrêmement important. Donc vous voyez, excusez-moi, deux petites propositions donc de dessins avec des ajouts de couleurs mais surtout de matière. Donc je comprends assez vite en fait les matériaux qui sont proposés et utilisés. Bien évidemment, c'est à titre indicatif. C'est pour représenter le projet, sa texture, sa couleur, son intensité. Voici maintenant deux petits dessins un peu rapides de perspective à 1 et 2 points de fuite. Le premier, je le trouvais intéressant parce qu'en fait, il était en plusieurs étapes. C'était donc déconstruit. Donc sur le premier dessin, vous remarquerez cette fameuse ligne d'horizon. Et puis, les 2 points de fuite qui sont posés sur la ligne d'horizon. Les arêtes qui correspondent à l'espace, le mobilier qui est posé, et puis après, la personne a poursuivi son travail et a rajouté les ombres et les lumières. Il faut savoir qu'on va dire qu'en général, la perspective à 2 points de fuite, eh bien, c'est lorsque nous sommes devant, face à l'arête de l'objet ou bien de l'espace. Là, tout simplement, l'arête du lit. Je ne suis pas face au lit, mais en fait, le lit, je le regarde de biais et je suis face à l'angle du lit. C'est pour ça, tout simplement, que c'est une perspective à 2 points de fuite. Vous avez sur l'autre dessin, une perspective à 1 point de fuite. Là, c'est extrêmement facile. Un seul point de fuite, la table est devant moi, elle s'étire, elle va au fond. Et en fait, si toutes les lignes convergent vers un seul point, le point de fuite. Tout simplement, vous faites l'exercice dans l'espace où vous vous trouvez. Si vous vous placez, par exemple, en regardant, donc dans le studio où je suis, si je tourne ma tête et que je regarde l'angle, en fait, de mon studio, eh bien, je serai à 2 points de fuite. Mais si je reste face, en fait, à l'écran, je vois que les lignes du mur en haut et les lignes du mur en bas convergent toutes vers un point. Et ce point,
qui s'appelle le point de fuite est toujours posé sur la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, elle se trouve en fait à la hauteur de mes yeux. Et il faut savoir que lorsque je regarde des images, des photographies, dans des revues d'architecture, eh bien la ligne d'horizon, en fait, elle se trouve à la hauteur des yeux du photographe, tout simplement. Parfois aussi, les photographes utilisent des objectifs qui déforment légèrement la photo, donc c'est un petit peu dissonant quand on cherche la ligne d'horizon et les points de fuite. Mais globalement, au bout d'un moment, vous aurez en fait cet œil et qui fera que vous comprendrez tout de suite la notion de profondeur, perspective, un point de fuite, ou bien profondeur et perspective à 2 points de fuite. Ce sont des dessins qui vous permettent quand même de réaliser une vue assez agréable et je dirais un peu plus précise de l'espace. Bien évidemment toujours, vous pouvez le faire de façon différente, ou bien un croquis rapide, comme on a vu tout au début, ou bien des dessins un petit peu plus techniques avec l'utilisation de la règle. Vous avez vu, ça donne une intensité complètement différente au dessin, et vous pouvez le faire aussi main levée. Le dessin perspective à 1 ou 2 points de fuite, ce n'est pas une question de temps. Vous pouvez vraiment faire un dessin long. Vous pouvez prendre plaisir à ajouter de la couleur, à ajouter des annotations. C'est juste une façon de représenter l'intérieur d'un espace. Et toujours, vous pouvez aussi, je dirais, mélanger les outils. Travailler un petit peu à la règle et travailler main levée. En fait, je pense que si on maîtrise un peu la ligne d'horizon, c'est-à-dire qu'on sait où la placer, et qu'on respecte justement ces points de fuite, même un trait un peu fragile, je trouve que c'est très esthétique. C'est vraiment une touche personnelle dans votre travail. Je voulais vous parler aussi de l'axonométrie. Donc je faisais écho à certains modes d'emploi, par exemple, pour pouvoir, voilà, vous les avez déjà vus en fait, ces fameux modes d'emploi pour monter des meubles, par exemple. Eh bien, l'axonométrie. Alors l'axonométrie, je dirais que c'est un nom de famille. C'est le nom de famille de tous ces dessins d'archi qui sont en fait sans perspective, profondeur déformante. Ce sont des dessins, alors il y a la perspective, alors, même si je prononce le mot perspective, c'est sous le chapeau de la famille des axonométries. On a la perspective cavalière, la perspective militaire, on a l'isométrie. Et en fait, tout ceci n'est qu'une question d'angle et de point de vue. Mais globalement, ce sera toujours en fait le même concept, c'est de pouvoir visualiser un espace entièrement le plus possible et qu'il n'y ait aucune déformation. Si on revient en arrière, je vais juste revenir en arrière, regardez la table de la cuisine. Si je la regarde, on est d'accord qu'on ressent cette déformation. Elle est comme étirée, aspirée par le point de fuite. Et si je regarde maintenant, pardon, excusez-moi, l'axonométrie, absolument pas. L'axonométrie, en fait, n'a aucun espace, il n'y a aucune déformation. Je peux donc, pour ces formes d'axonométrie, celles-ci, elles sont un peu particulières, je les ai choisies parce que déjà, je trouve qu'on comprend bien la différence entre un dessin perspective et une axonométrie. Cette axonométrie, vous avez vu, on dit que c'est une axonométrie éclatée ou écorchée, tout simplement parce qu'il manque des parois pour que je puisse rentrer, visualiser l'espace. Donc ce sont des dessins techniques très agréables à réaliser, puisque là on peut se promener en fait dans le projet. Et il faut savoir que ce type de dessin, donc la famille des axonométries, on part toujours du plan pour les construire. On part en fait de la base, du socle. C'est qu'est-ce qui se passe sur le sol? Et du sol, je crée une élévation et une axonométrie. N'hésitez pas à me poser des questions, je répondrai avec grand plaisir. Maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit exercice de reconnaissance. Parce que là, j'ai énuméré un certain nombre de types de dessins. Je vous ai fait quelques présentations de dessins. Et maintenant, l'idée, ce serait de voir si vous arrivez à les reconnaître grâce à quelques images. Voilà, donc j'ai sélectionné quelques dessins. Bien évidemment, un dessin peut être plusieurs, vous l'avez compris, hein, ça peut être plusieurs choses. En axonométrie, on peut évidemment parler de la matière, avec un dessin à 1 ou 2 points de fuite, par exemple, avec la perspective. On peut être un dessin rapide, un croquis rapide. Donc voilà, vous avez vraiment le choix.
Donc là, par exemple, le premier dessin, le dessin qui se trouve en haut à gauche, c'est donc un dessin qui va être un dessin qu'on va considérer comme un croquis rapide. Vous remarquez, il y a peu de détails. Et pourtant, je comprends l'espace. Je comprends l'espace parce que la couleur a été utilisée comme des mots, en fait. Et c'est là où, tout d'un coup, le terme d'annotation aussi, parfois, rejoint l'écriture, donc indiquer les matériaux, mais aussi certaines remarques, les cotations et la couleur. La couleur, en fait, est vraiment un outil en dessin d'archi pour exprimer, vous exprimer. Donc là, dans ce croquis rapide, je comprends complètement l'espace et la couleur, elle est utilisée de façon forte pour m'exprimer en fait, pour que je puisse exprimer ce que je souhaite, c'est-à-dire donc le mobilier de telle intensité. C'est extrêmement important de jouer avec cela. Et comme vous voyez, je vous ai montré un dessin qui semble être un petit peu fragile. Je veux dire, il a un trait un petit peu tremblotant, un petit peu sensible. Et pourtant, ce dessin est beau, est juste et esthétique. Ensuite, passons au dessin donc, de droite, qui est aligné. Donc là, ça sera une fameuse axonométrie. Comme vous pouvez le voir, les deux parois manquent, donc on parlera d'une axonométrie éclatée ou bien écorchée. Et à l'intérieur, on peut réellement se promener et comprendre l'espace. C'est un dessin qui est très agréable à faire pour les personnes qui se sentent peut-être un peu moins à l'aise avec le dessin main levée. Et c'est un dessin aussi qui permet de faire comprendre totalement, je dirais, le projet. Ce dessin-là, il a été réalisé voilà, de façon un peu froide, il n'y a pas d'annotation, mais bien évidemment, vous pouvez ajouter des annotations. De la couleur, des cotations, c'est tout à fait possible. Par opposition, vous voyez les deux dessins, ce sont deux dessins d'archi, un beaucoup plus main levée, je sens aussi le 1 point de fuite par exemple, de la couleur, et par opposition l'autre dessin qui est aussi un dessin d'archi, que l'on peut retrouver donc, dans vos propositions, et là un petit peu plus structuré et dessin à la règle. Si on glisse en dessous, vous avez deux dessins de cuisine, le premier sur la gauche, un point de fuite, je pense que vous l'avez reconnu, et c'est assez agréable, mais regardez le bas des meubles, vous voyez ces lignes en fait, les lignes du sol, les fuyantes, qui glissent comme ça, qui partent vers un seul point. Vous pouvez aussi prendre des points de repère avec les lignes du haut, avec les lignes du mur, toujours un point de repère, le point qui sera sur la ligne d'horizon. Donc là, on se sent bien happé, et effectivement, c'est donc un croquis, je ne dirais pas que c'est un croquis rapide, parce que vous voyez, il y a eu un vrai souci de rajouter du détail, de l'ombre, pour vraiment faire comprendre le dessin. Donc je dirais que c'est un dessin qui est un petit peu plus élaboré. Et vous avez sur la droite un autre dessin, et là celui-ci, c'est un dessin à 2 points de fuite. Est-ce que vous le sentez en fait, le 2 points de fuite? L'idée c'est que si on pose en fait, on rejoint en fait la ligne d'horizon, en fait on va voir qu'il y a 2 points de fuite. Pardon. Donc ce que je vous propose maintenant, ça va être de réaliser un petit exercice, une série de 3 exercices pour aborder en fait le dessin rapide, mais aussi la perspective à 1 point de fuite. Je vais travailler d'après une image pour que ce soit un petit peu plus facile et compréhensible par tous. Évidemment, c'est un exercice que je vais déconstruire. C'est un exercice qui va être un peu rapide. Ce soir, ce ne sera pas une notion de dessin long, mais l'opposé, un croquis rapide et nerveux, pour vous montrer aussi qu'il est possible, en utilisant des outils différents, donc en passant du crayon à papier au liner et au feutre, on peut réaliser un dessin qui a du caractère et avec lequel on peut dire des choses. Donc ce que je vous propose, voilà, moi je vais passer sur ma table de dessin, et si vous voulez travailler en même temps, c'est tout à fait possible, j'aurai mon image de référence à côté de ma page. Je vais utiliser un carnet de croquis tout simple, et vous pouvez utiliser tout le matériel que vous avez chez vous. Je trouve que c'est très intéressant d'utiliser en fait les outils qui sont à votre disposition. On a
beaucoup en fait de crayons, de stylo-bille. Vous pouvez vraiment dessiner avec ce que vous voulez. Surtout ce soir en particulier, puisque là on est ici ensemble ce soir pour aborder le dessin ensemble. Donc je passe à ma table de dessin pour faire donc ce premier exercice qui correspondra à 3 croquis rapides. Alors quand je dis croquis rapides, en même temps je vais tout vous expliquer, donc on n'aura pas forcément un timer, c'est plutôt, on va dire, un dessin rapide où il n'y aura pas de détails. C'est ça qui est important, pas de détails. Mais on va représenter ce qui se passe sur l'image. Alors, voici ma petite table de dessin en fait. Alors vous voyez, moi j'ai juste des crayons de couleur, j'utilise un crayon à papier normal, gomme, règle. Et ce que je vous propose ce soir en fait, ça va être de travailler d'après cette image. Cette image en fait, ça représente l'intérieur d'une maison qui se trouve à Athènes, qui a été réalisée par l'agence Point Suprême. Alors je trouvais cette image intéressante parce que déjà premièrement, je pense que vous avez reconnu, mais c'est une image avec un point de fuite. Tout simplement. Donc si vous regardez bien, je peux par exemple, si j'étire les lignes, donc le bord de la table, eh bien les lignes vont se rejoindre en un point. Ce que je vous propose, c'est tout simplement, je vais joindre les lignes. Alors, je vais le faire moi sur cette image pour que vous puissiez comprendre en fait et cerner cette petite subtilité de la ligne d'horizon et du point de fuite. Alors, pour trouver mon point de fuite, d'après mon image, je pose ma règle, je vais poser ma règle sur le bord de ma table. Et si, en fait, je continuais tout simplement l'arête de ma table, eh bien, voilà, les lignes vont se croiser en un point. Je peux faire la même chose avec, par exemple, le bord du balcon. Si je continuais, hop, ça va se retrouver dans le même point. Et je peux aussi essayer avec le bord de la fenêtre. L'idée, c'est de choisir trois fuyantes et vous allez voir, elles vont se rejoindre en un point. Ce point-là, il est forcément posé sur ma ligne d'horizon. Et ensuite, je trace le trait pour ma ligne d'horizon. Je vais juste le marquer au crayon rouge pour que vous puissiez voir très bien. Donc là se trouvait mon point de fuite. Et mon point de fuite, il est posé évidemment sur ma ligne d'horizon. Et en fait, cette ligne d'horizon, elle est extrêmement importante. Et si vous regardez cette image, vous allez voir quelque chose qui définit vraiment ce que c'est que la ligne d'horizon. Et bien maintenant, toutes les fuyantes qui sont sous cette ligne d'horizon, elles montent vers le point de fuite. Les fuyantes, si vous voulez, ce sont les arêtes. L'arête, par exemple, de l'escalier, l'arête de la table. Toutes les fuyantes, elles montent vers le point de fuite et elles convergent vers ce point de fuite. Par opposition, toutes les fuyantes au-dessus de ma ligne d'horizon, eh bien, elles descendent pour rejoindre mon point de fuite. Je le fais avec un crayon, comme ça vous voyez quel type de point je prends. Et toutes ces lignes convergent en un seul point, c'est le point de fuite. Et grâce à ce point de fuite, en fait, il va m'aider à construire tout mon dessin. Et j'aurai enfin cette sensation de profondeur. Puisqu'en dessinant, en fait, mon cerveau parfois fait des fantaisies. Cette table-là, je sais pertinemment qu'elle est rectangulaire. Dans la vraie vie, elle est rectangulaire. Alors qu'en fait, sur l'image, de par la déformation, de par la perspective et la profondeur, eh bien en fait, elle n'est pas rectangulaire, c'est un trapèze. Et pour éviter que mon cerveau dessine un trapèze, j'ai donc besoin de ma ligne d'horizon et de mon point de fuite. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer à dessiner ensemble. Donc, alors, c'est à titre personnel, mais moi, j'aime bien, en fait, faire un cadre dans mon dessin. Globalement, je vais reprendre à peu près les dimensions de mon image et je vais réaliser un cadre. Là, ce que je vais faire, ce cadre, ça va être à peu près l'épaisseur de ma règle. À peu près. Ça me permet en fait déjà quelque part d'habiter un petit peu la page. Je trouve que c'est toujours très difficile de commencer à dessiner. Et quand on met un cadre, ça permet déjà de refermer l'espace. Alors bien évidemment, il y a aussi un autre point très important. Vous avez remarqué
notre image, c'est un format portrait. Donc, j'ai pris ma page format portrait. Format paysage, format portrait. C'est des petites astuces, mais c'est important de conserver les formats. Voilà. J'aime bien aussi, quand je fais mon cas, de laisser les arêtes déborder un petit peu plus. Je trouve que c'est plus esthétique. Voilà, maintenant que j'ai posé mon cadre, le plus important, ça va être de bien poser ma ligne d'horizon. Ça va être vraiment comme mon squelette. Oui, voilà, le squelette de mon dessin, j'en ai besoin, comme ça je vais pouvoir travailler autour. Donc là, l'idée, c'est pas exactement au milieu, c'est un petit peu plus bas. Donc je fais attention, si je reporte tout simplement mon dessin, je dirais que c'est à peu près ici. Alors, pour que vous puissiez bien le voir, moi, je vais repasser sur ma ligne. La ligne d'horizon, on est d'accord? La ligne d'horizon, alors elle est toujours parallèle par rapport au niveau du sol, ça c'est très important. Par exemple, une ligne d'horizon ne peut jamais être dans ce sens-là, jamais. Elle est forcément parallèle par rapport au niveau du sol. Très important. Je vais faire donc ma ligne d'horizon. Je vais la faire en rouge, comme ça vous allez bien la voir. Ici, c'est ma ligne d'horizon. Donc à partir de là, en fait, voilà, qu'il n'y ait pas trop de déformation, à partir de là, je sais que toutes les fuyantes du haut vont converger vers mon point de fuite. Toutes les fuyantes du bas vont converger vers mon point de fuite. Donc là, en fait, il y a un moment où je dois faire confiance à la ligne d'horizon et au point de fuite. On va travailler au crayon à papier. On va faire un dessin main levée, crayon à papier. Maintenant, tout va être question un petit peu de proportion. Je trouve que c'est plus facile si on commence en fait par le bas. Parce qu'en fait, en aucun cas, je vais commencer à dessiner cette petite plante qui se trouve au fond. Attention, on va pas faire de détails. Donc, on commence main légère. Là, je prends mes petits points de repère. Donc, je considère que le bord de ma table, voilà, s'arrête à peu près ici. Ensuite, je vois la longueur de ma table. La longueur de ma table serait à peu près ici. Et je vais vérifier les petits points que je vais faire. Et pour ça, je vais reprendre ma règle, je vais la poser sur mon point de fuite. Mon point de fuite, c'est mon repère permanent. Et là, je vais venir... Alors, moi, je n'ai pas envie de faire un dessin à la règle, j'ai envie de faire un dessin à main levée. Mais je conserve la règle pour vérifier que je suis bien dans l'angle. Donc, j'imagine, voilà, et j'ai l'air pas mal du tout. Donc, ça, c'est la bonne direction. Je vérifie la même chose de l'autre côté. Si je suis en bonne direction, c'est pas mal, c'est un petit peu plus ouvert ici. Et donc voilà. En fait, c'est important d'avoir un premier élément, je dirais, qui est bien positionné. Et d'autant plus que celui-ci, eh bien, c'est le premier plan. Ensuite, ce que je vous propose, c'est que maintenant que j'ai ma table, je vais pouvoir esquisser ce qui se passe sur le côté. Donc là, c'est parti, je vais esquisser. Et je pense que vous avez repéré un détail. Les fauteuils qui sont ici sont plus grands que ceux derrière. Excusez-moi. Donc, je vais légèrement esquisser les fauteuils. Ces deux-là sont un petit peu plus importants. En fait, ils sont plus importants parce qu'ils sont devant. Là, on aborde aussi la notion de premier plan. Au premier plan, les éléments sont plus grands, tout simplement. Alors qu'on sait pertinemment, par exemple, que le canapé, dans la vraie vie, il est vraiment plus grand que le fauteuil. On le sait. Mais comme il se trouve au troisième plan, il sera plus petit. Et pareil, ça c'est des petites notions que parfois notre cerveau nous empêche de faire. Excusez-moi. Donc ensuite, maintenant que j'ai posé et esquissé ma table, je ne suis jamais sûre de moi, je l'ai esquissé main légère. Je vais m'attaquer à l'escalier. Je m'attaque à l'escalier parce que cet escalier, ce bloc, va définir un peu le reste de la pièce. Alors pour l'escalier, je vais m'accrocher à ce que je vois, ce qui est face à moi. Déjà, je dirais, regardez cette partie-là, qui est assez graphique, qui est plutôt facile à réaliser. Je vais faire attention à l'inclinaison. Voilà, ça serait un peu de cet ordre-là. Alors il y a quelque chose aussi que j'aime bien faire. C'est de temps en temps, dessiner, faire un dessin qui sort un petit peu du cadre. Je trouve que ça apporte un petit peu plus de légèreté. Ensuite, je vais vérifier 1, 2, 3, 4, 5 marches.
En fait, il suffit juste de les esquisser et tout le monde comprend que ce sont des marches. C'est ça qui est très agréable. Ne rentrez pas trop dans les détails pour le moment. On a dit que c'était un dessin rapide que nous faisions. Donc l'idée, c'est de ne surtout pas commencer à rentrer dans beaucoup de détails. Vous esquissez l'escalier. On doit juste sentir une inclinaison et ensuite, je veux dire, quelques petites indications pour comprendre la notion de marche. Ensuite, je vais commencer un petit peu à avancer. Donc là, maintenant que j'ai esquissé cet escalier, je prends quand même un petit point de repère qui peut être agréable. Je pense que vous avez vu, à partir d'ici, il y a quand même, voilà, ici, on peut considérer qu'il y a un mur. Donc je vais l'esquisser. Ce mur semble s'arrêter au niveau d'un petit peu de végétation. La végétation, écoutez, je vais l'esquisser. Pareil, je fais attention, ma végétation est au-dessus de la ligne d'horizon. Cette première partie. La deuxième partie descend. Voilà. Donc j'esquisse un petit peu ma végétation. Derrière, je vois qu'il y a une ouverture. Ça, c'est bien parce qu'en fait, ça crée toujours de la profondeur dans le dessin. C'est ça qui est agréable. Bon, bah écoutez, c'est indiqué. Et puis, il y a une petite rambarde que je vais esquisser. Je ne vais pas rajouter plus de détails. Assez vite, il faut que je vienne construire l'ensemble du dessin. Donc là, je vais continuer à me promener pour en fait indiquer les choses qui se passent dans l'espace. Donc maintenant que j'ai cette plante-là, on va dire, je vois qu'en fait, vous avez une ligne qui vient couper ici, qui est la fameuse alcôve. Très bien. Et là, attention, là, à partir de là, il faut que je reprenne mon point de fuite. Vous avez vu les fuyantes? Elles semblent partir du centre et partir sur les côtés. Donc, il faut quand même que je vérifie avec ma règle pour faire une bonne proposition. Donc là, si là, c'est la fin de mon mur, il s'arrête, voilà, ici. Donc, j'indique. L'épaisseur, c'est à peu près celle-ci. Je repose ma règle comme ceci. Je ferai la même chose pour l'huisserie jaune. Vous voyez les différences de lignes là? Comme elles sont belles. Quand c'est au-dessus de la ligne d'horizon, elles partent vers le haut. Quand c'est en dessous, ça part vers le bas. Donc pareil, là je vais commencer à l'indiquer. J'ai au fond le mur, à peu près ici. Mur face à moi, donc là c'est facile. Mais par contre là, il faut que j'indique. Petite notion de... Voilà. Et puis de l'autre côté aussi, indiquer la boiserie. Et puis, je vais prendre des points de repère en permanence. Donc les points de repère que je vais prendre, tout simplement par rapport à la table, je vais me déplacer et je vais regarder en fait où commence le jardin. Vraiment, j'hésite pas à prendre des petits points de repère. Le bord de la table est presque aligné, si vous regardez, aligné avec la porte-fenêtre. Vous pouvez poser par exemple votre crayon quand vous avez un doute, quand vous dessinez. Donc là, c'est presque posé, aligné. Donc ce sera ici. Je sais que la porte comme ceci, à peu près là. Et attention, ici, ça descend un petit peu. Et puis j'aurai ma porte-fenêtre grandement indiquée. Voilà. Je vais esquisser le banc. Alors, bien évidemment, je fais attention parce que c'est vraiment un troisième plan, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, vous avez remarqué, vous allez avoir, à peu près ici, je pense, vous allez avoir la suspension. En fait, elle est intéressante, cette suspension, parce que déjà, elle est grande et elle marque bien la photo et elle vient couper, en fait, tout le dessin. Donc, suite à ça, maintenant, la distance entre la lampe et ma table, je vais pouvoir poser le canapé. Vous regardez où se trouvent les choses, la petite distance, à peu près ici.
Et vous avez vu, c'est des traits pas forcément fermés que j'indique. Je ne fais pas, là, ici, à peu près, il y a un petit truc à bascule. Hop. On a une table devant, en fait, et je fais une ellipse, puisqu'on ne voit pas le dessus de la table, donc un peu en forme d'ellipse. Là, j'ai le bord, je descends. Là, il y a beaucoup de choses à dessiner, donc je vais continuer à esquisser doucement. Je vais sans détail. Alors, vous voyez là, pour avoir la bonne inclinaison, je me sers de ma ligne d'horizon. Je vérifie à chaque fois mon point de fuite qui est posé sur ma ligne d'horizon. Est-ce que c'est ça? Oui. Aussi, c'est ça. Voilà, je rejoins. Et puis, ceci, 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 ceci. Voilà. Et vous avez aussi une ouverture. En dessous. Je dessine la forme générale. Je ne dessine pas les détails. Donc là, j'ai commencé à avoir posé pas mal de petits éléments et je vais continuer comme ça, tout doucement, pour arriver. Voilà. C'est face à moi, donc l'huisserie, je l'indique. Vous avez vu, elle mord ici. On a un peu, le trait peut être un peu fragile. Alors on voit aussi un peu à travers la vitre. Là, pour gérer cette indication ici, je vais de nouveau poser ma règle. Ici et là. Voilà. Et pareil, je vais venir. Et pour faire l'huisserie du milieu, je fais attention. Et je vérifie. Voilà. Et comme ceci. Et puis, il me reste le balcon là-haut. Donc là, en fait, c'est plus simple pour moi de prendre en fait des points de repère ici. Je prends mon point de fuite pour vérifier jusqu'où je dois aller. Alors, c'est marrant parce que l'angle est très raide, donc ça semble être bizarre, mais c'est vraiment ça. Et je regarde, vous avez vu, en fait, le bas on va dire, de ce balcon, de cette coursive, s'arrête un petit peu plus, un peu en hauteur par rapport. Puis il y a de la petite végétation, donc je peux esquisser la végétation. Il y a 1, 2, 3 traits, donc je vais esquisser les 3 traits. Voilà. À peu près ici. Et puis j'esquisse un petit peu de végétation. On est sur un croquis assez rapide du travail. Donc là, si vous voulez, je peux aussi esquisser un petit peu ce qui se passe sur la table, la texture de la table. Alors pour ça, vous faites attention. Vous prenez vos points de repère, vous repassez par le point de fuite. C'est extrêmement important pour indiquer la notion, par exemple, de latte que l'on retrouve sur la table. Ça, c'est vraiment très important. Maintenant que vous êtes un peu plus sûr, par exemple, vous pouvez repasser vos traits, les marquer un petit peu plus. Donc maintenant, je commence à me sentir un peu plus à l'aise. Indiquer. J'ai une plante, là je vais faire un effort, je vais quand même marquer un petit peu plus les choses. Ici, je peux indiquer par quelques petites textures. Donc là, vous avez vu sur ce dessin-là, voilà, je prends un petit peu plus de temps, je viens rentrer dans les détails. Donc tout l'exercice du prochain exercice, ça va être un petit peu plus rapide, encore un peu plus nerveuse. Et voilà. Rajouter des petits éléments pour avoir des pistes. Et vous pouvez, vous souvenez, rajouter des annotations. Ici indiquées, par exemple, la qualité du bois et son nom. C'est tout à fait possible. Ce que je vous propose maintenant, c'est un autre test. Et là, cette fois-ci, je vais le réaliser avec un autre outil. Je vais le faire avec un feutre noir. Donc là, le drame, si je me trompe, je ne peux pas revenir en arrière.
Donc mon dessin, il sera un petit peu plus rapide, un petit peu plus nerveux. Donc c'est parti, vous vous souvenez, moi j'aime bien, c'est faire les lignes. Voilà, je l'ai un peu brassé, mais c'est pas grave. On y va, je fais mes lignes. Donc volontairement, j'ai tracé en noir, parce que je ne veux pas qu'il y ait forcément de différence hein, dans mon projet. Alors comme j'ai fait mon dessin déjà une première fois, bon, je me sens un tout petit peu plus à l'aise. Et puis là, de toute manière, l'enjeu, c'est d'être encore un peu plus rapide, un peu plus nerveuse. Le seul point important, ça sera ma ligne d'horizon. Ça, vraiment, je vais faire attention. Je me souviens, par rapport au dessin que j'ai réalisé, ma ligne d'horizon, donc, là, je prends mon point de repère par rapport à mon dessin, elle est à peu près ici. Très bien. Ah, puis comme je fais un dessin noir, je pense que si je fais une ligne d'horizon rouge, ça va être extrêmement graphique. Donc là, le parti pris, c'est un dessin rapide, tremblant, un peu plus nerveux. Et si je me trompe, de toute manière, je ne peux pas revenir en arrière. Donc là, c'est parti, un dessin plus nerveux. Donc, je prends mes petits points de repère, hein, vous voyez, tac, tac, combien de fois. Donc là, ici, ça peut être l'amorce de ma table. La taille de ma table, c'est à peu près là. Et il me reste cette petite espace. Ouais, c'est ça. Maintenant, la taille de ma table, à peu près ici. Je fais attention. Vous avez vu, je commence à esquisser mes lignes. Et hop, c'est parti. Donc là, mon trait se veut beaucoup plus nerveux. Autour de la table, vous vous souvenez, 4 fauteuils. Les premiers fauteuils sont un tout petit peu plus grands parce que c'est au premier plan. Donc je les esquisse de façon un peu rapide. Vous pourrez toujours, par exemple, faire sur le côté plus de détails. C'est carrément possible. Là, maintenant, alors je ne suis pas toujours obligée de suivre le même chemin, hein, bien évidemment. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser ma plante, ma feuille, qui est un peu dans l'angle et qui vient mordre comme ça mon dessin. De par la feuille, je sais qu'il y a l'escalier. Vous avez vu, la ligne semble faire un peu droite comme ceci. Oh, ok, très bien. Ensuite, je vais dessiner le profil assez rapidement. 1, 2, 3. Vous avez vu ce trait un petit peu plus nerveux. Ensuite, attention, hein, les lignes, les arêtes des marches, bien évidemment, se joignent sur mon point de fuite, hein, qui se trouve sur ma ligne d'horizon. Donc, si j'esquissais mon trait, ça serait dans cette direction. Ici, 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 ici. J'assume le fait que mes lignes ne soient pas très droites, c'est pas du tout grave. De toute manière, on est sur un dessin plus rapide, plus nerveux. Ici, je vais avoir une ligne, et puis là, et une arête ici. Vous avez vu, je me sens beaucoup plus détendue. En fait, je suis en train de raconter une autre histoire. Ce dessin-là, il aura un autre charme. Et donc, je continue. J'essaye juste de faire attention, d'avoir en tout cas mes lignes architecturales correctement posées avec une belle profondeur. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même m'attaquer au reste pour être bien sûr. Donc là, maintenant, je vais me concentrer un peu sur le haut pour changer. Donc, hop, donc ici, c'est à peu près, je prends la mesure pour ces fenêtres. Je vais prendre la mesure pour ces fenêtres, elles semblent s'arrêter ici, là. Je prends des mesures. Je reprends ma règle pour vérifier ma ligne d'horizon, mon point de fuite. Il s'arrête à peu près ici. Ça, c'est à peu près, voilà. Donc, ça irait jusqu'ici. Très bien. J'ai envie, moi, de travailler main levée. Vous auriez pu faire ce dessin à la règle, bien évidemment. Mais moi, j'aime bien l'idée qu'on travaille main levée pour un dessin un petit peu plus nerveux, un petit peu plus graphique. Je vérifie, c'est à peu près ici. Ok, voilà. Revenir à la règle, ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus tendu aussi. Et avec subtilité, de mettre en avant aussi quelque chose. Voilà, met en avant ces huisseries, fantastique. Maintenant que j'ai fait ceci, je vais m'attaquer sur le côté gauche, le balcon, on va dire, cette coursive. Donc pareil, je prends mes points de repère. Ça, c'est donc le bord de ma balustrade. Je vérifie toujours. Je repasse par mon point de fuite. Ça sera à peu près ici. Voilà. Je descends, je vérifie, je descends. Puis donc avoir quelque chose d'un petit peu plus main levée.
Tac, tac, tac. Là, maintenant, cette zone-là, vous avez vu, un grand vide. Je vais devoir la construire et la descendre. C'est à peu près ici. Hein. Je prends mes points de repère. Vous avez vu, à peu près ici. Je viens esquisser rapidement. Vous avez vu, mes traits, en fait, se croisent. Je n'arrête pas mes traits pile. Ils se croisent un peu, ça rajoute un petit peu de nervosité au dessin. Là-dedans, je vais laisser ça vivre. Je vais rajouter une petite balustrade ici. Là, vous avez des plantes qui tombent très bien. Et je vais venir esquisser ce qui se passe ici. On était d'accord que c'était à peu près là. Et un petit peu de végétation. Alors, vous avez vu la végétation. Hein. Je viens juste esquisser son emplacement. Une petite fenêtre pour indiquer une ouverture, tout simplement. Ensuite, entre cette végétation, n'est-ce pas, et cette suspension, eh bien, il y a cette zone-là, il y a ma profondeur qu'il faut que je réalise. Donc là, pour plus de praticité, je vais tracer cette ligne. Elle est à peu près à ce niveau-là en fait. C'est ça. Si je regarde par rapport à l'épaisseur, ça sera à peu près ça, ouais. Ce niveau-là, et elle s'arrêterait où? Ah, pour la faire descendre, donc c'est un peu plus bas que ça, comme ceci en fait. Très bien. Là, vous avez vu, hein, je reprends ma règle pour vraiment, voilà, être sûr que j'ai la bonne direction. Et donc, je viens joindre ces deux points. Ensuite, je continue à descendre et on va parler donc de de l'ouverture. À peu près ici, les lignes qui sont ici vont vers le haut. Je vais descendre. Vous vous souvenez, on avait remarqué que le bord de la table était pratiquement aligné avec l'ouverture de la porte-fenêtre. Alors là, je vais juste faire l'huisserie un peu rapidement, mais pour indiquer aussi que c'est une ouverture, enfin voilà, qu'il y a quelque chose, que c'est un petit peu plus fort. Il faut que je fasse donc le mur du fond. Je prends mes petits points de repère qui seraient à peu près, voilà, comme ceci. Et je redescends, bien sûr. Je ne descends pas trop puisqu'il va falloir que j'esquisse mon canapé. Donc, même si je ne peux pas revenir en arrière, je fais quand même un petit peu attention dans mon esquisse. Alors là, je trouve que c'est plus facile à titre personnel. Regardez, on a cet angle. Quand je regarde cet angle, je sais que j'ai ce petit meuble. Petit meuble de profil, comme ceci. Et puis après, l'inclinaison, la direction de la fuyante, ben, je la connais parce qu'en fait, j'ai mon point de fuite, tout simplement. Je vais esquisser le meuble un peu rapidement. À côté de ce meuble, il y a un petit fauteuil, un petit canapé que je connais. Pareil, je connais la direction. Après ce petit canapé, moi, je crois que j'ai envie de placer la table basse, tout simplement, parce qu'elle est vraiment presque au bout de la table. Hein. On a l'impression, comme ceci. À côté, nous avons une sorte de petit fauteuil à bascule. En fait, fauteuil à bascule, représentez-le avec juste les bascules. Comme ça, on comprend que c'est un fauteuil à bascule. Comme je vous ai dit, ce qui se trouve donc au dernier plan, donc ce canapé et ce petit fauteuil à bascule, en fait, on les esquisse parce que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la table. Et là, je vais m'amuser à esquisser un petit peu plus les nervures, par exemple, de la table. Je peux esquisser un petit peu plus les plantes aussi, si j'ai envie. Voilà. Mais vous avez vu l'atmosphère complètement différente de ce dessin. Ce qui est important, c'est quand même voilà, d'indiquer et de marquer toutes les arêtes pour qu'on comprenne quand même une forme d'architecture et que ce soit un petit peu plus marqué. Voilà. Vous avez remarqué aussi cette texture en béton. Comment la représenter? Ce que je vous propose par exemple, c'est d'éloigner son poignet de son stylo, de l'éloigner et de venir tracer quelques lignes qui viendraient un petit peu mourir comme ça, de marquer légèrement. Mais très légèrement. Et pas partout. En fait. Par contre, très important, ces lignes, elles doivent suivre impérativement le sens. Voilà. Très léger pour vraiment habiller un tout petit peu l'espace. Maintenant qu'on a fait ça, ce que j'aimerais bien faire, c'est une nouvelle proposition. Alors, on a vu, je récapitule,
crayon à papier, plus doux, plus sage, où j'avais commencé un peu de détail et puis je me suis un petit peu fait la main. Et là, le feutre, le stylo noir, pardon, un peu nerveux. Donc vous voyez, c'est style complètement différent, une atmosphère complètement différente. Et là, ce que je vous propose, c'est de faire une autre version en couleur cette fois-ci, parce que la couleur, en fait, va vous permettre de mettre en avant, de parler en fait du projet en lui-même. Alors moi j'ai présélectionné en fait des stylos. J'avais déjà testé pour vérifier s'ils fonctionnaient bien et c'était le cas. Parfait. Donc là, je vais m'amuser, je vais faire une dernière version un peu dynamique, rapide, et je vais la faire en couleur. Ce que je veux vraiment vous montrer, c'est que la couleur, ça apporte une fantaisie au travail, mais aussi une indication au travail. Donc là, je fais réellement mon cadre. J'ai choisi du bleu pour commencer. Et pareil, aucun reportir possible, donc quand je vais me tromper, eh bien, c'est pas très grave, je ne pourrai pas revenir en arrière. Mon cadre, vous l'avez remarqué, est à peu près à la dimension de mon image. C'est pour ça que j'arrive quand même à me repérer plutôt bien. Bien évidemment, ce type d'exercice est pour nous apprendre à voir la ligne d'horizon, la perspective, elle est fuyante. Après, on travaille de moins en moins d'après-photo. Mais au début, c'est bien de se confronter à ça et de comprendre en fait la notion de perspective, de profondeur et de déformation. Donc là, vous vous souvenez, si je dois replacer ma ligne d'horizon, elle est à peu près ici, plus ou moins, hein, en fonction de l'épaisseur du trait. Et donc là, on va partir sur un dessin très dynamique et très rapide. Donc là, on va être vraiment sur un croquis rapide. Là, on a fait aussi un croquis rapide, mais là, on va faire vraiment un dessin rapide. Je vais utiliser peut-être deux crayons différents, deux feutres différents. Je vais voir. Donc, c'est parti. Je reprends mes petits points de repère comme ceci. Donc, c'est à peu près là, à peu près ici. Je fais attention, hein. Il faut qu'il soit toujours dans l'axe. Hein. Toujours dans l'axe. Ça, par contre, c'est vraiment important. Alors, vous allez voir, le feutre, par opposition tout à l'heure, le liner, j'aimais croiser les lignes quand je dessinais. Le feutre, ce que je trouve assez beau, c'est quand en fait, justement, je ne croise pas toujours les lignes et je laisse légèrement mourir, en fait. Elle ne se touche pas forcément. Alors, c'est des petits trucs et astuces que je fais de temps en temps. Voilà. Donc là, je vais faire la petite plante. Alors, la couleur bleue, je l'utilise pour tout, pas forcément pour représenter la végétation. Je dis, mon dessin, il va être tout en bleu parce que je trouve que c'est la note générale, par exemple, que je souhaite donner à mon projet. Donc, je vais continuer à avancer. Sans ordre spécifique, hein, vous avez compris, l'idée c'est de travailler main levée et puis de représenter les éléments en faisant attention d'être toujours quand même dans une perspective, dans une profondeur juste. Ça c'est important. Je vais esquisser les petits fauteuils autour de la table. Le premier plan, un tout petit peu plus de détails. Donc par exemple, esquisser les nervures sur la table que le troisième plan. Donc de là, je peux déjà savoir qu'il y aura une fenêtre parce que je l'ai quand même un peu dessinée. Et vous voyez, là, je me sens un petit peu plus à l'aise. Donc je vais prendre des chemins un peu différents. Je vais plus regarder mon dessin aussi. Peut-être parce qu'en fait, comme je sais que si je me trompe, je ne peux pas revenir en arrière. Donc voilà, je vais tenir aussi mon feutre avec un petit peu plus de distance par rapport à mon poignet. Et je descends. Ensuite, j'ai l'amorce de ce petit meuble. Toujours, vous avez vu, en fait, je vais toujours vers mon point de fuite en permanence. Alors bien évidemment, vous pouvez utiliser plusieurs couleurs, c'est vraiment au choix. Là, je veux juste être un peu rapide, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Vous avez remarqué, c'est un dessin un peu nerveux. Le bord du fauteuil semble être comme ceci. Très bien. Là, vous avez vu, je prends un autre chemin pour dessiner. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hop, parce que je me sens un petit peu plus à l'aise aussi. À peu près ici. Je vérifie l'angle en permanence. Et avant de tracer mon trait, vous avez vu, je promène d'abord mon feutre et après je trace mon trait, sans être parfois sûr que c'est juste. Hein. Mais l'épaisseur du trait, en fait,
C'est tellement différent. Là, vous expérimentez vraiment que la qualité du trait fait toute la différence sur un dessin. Si c'est un feutre, son épaisseur va jouer énormément dans l'esprit du dessin. Si c'est un liner, pareil, ça va donner un autre esprit à votre dessin. Et donc, c'est un peu ça que j'avais envie de vous montrer ce soir. Hop, je monte. Ici serait à peu près la suspension. Alors, c'est assez agréable parce que ces suspensions, on sait qu'elles traversent notre dessin. Et je n'hésite pas à la faire sortir, par exemple, du cadre. C'est tout à fait possible. Et puis, je prends mes petits points de repère, toujours, à peu près comme ceci. Avant de tracer, hein, j'essaie de toujours recentrer les choses. À peu près ici, 2, et c'est à peu près là, je dirais. Et je viens tracer des lignes. On comprend. On va vite et on comprend et on voit comment on se promène. La distance entre les deux, c'est à peu près ici. Là, en fait, c'est ligne droite. Et ma ligne d'horizon, mon point de fuite. Et je repositionne toujours mon point de fuite par rapport aux arêtes et ma ligne d'horizon. Donc vous avez vu un dessin complètement différent. Si je mets les 3 dessins les uns à côté des autres, vous voyez une atmosphère complètement différente, alors que en fait mon image n'a pas changé. Un dessin donc plus rapide, crayon de couleur avec le feutre plus épais, un dessin avec un tout petit peu plus de détails. Là, bien évidemment, j'aurais pu mettre des ombres et un petit peu plus de matière, et un dessin un petit peu plus nerveux avec le liner. Voilà, donc différents types de dessins que l'on peut aborder dans des postures de dessin rapide. Alors, revenons à la notion d'exercice. Donc voilà, ces 3 petits, ces exercices en fait étaient là pour vous montrer le fait qu'on puisse dessiner en fait un peu librement, à la main, de façon un peu rapide et surtout avec des outils que vous connaissez très bien. Le feutre, il va ajouter un peu de caractère et d'épaisseur aussi et indiquer une couleur comme une note d'intention. Je dirais que le liner est un petit peu plus graphique et on peut s'amuser aussi de passer à la règle, par exemple, pour donner encore plus de force à votre dessin. Et puis le crayon à papier, ce qui est bien, c'est qu'on peut effacer, on peut revenir en arrière, on peut estomper aussi. Estomper, c'est poser faire en fait comme de l'ombre, et puis vous estompez avec votre doigt pour adoucir les choses. Donc voilà, ça c'était l'image que nous avons dessinée ensemble qui représente une archive, enfin voilà, un espace qui a été refait par l'agence Point Suprême, qui est une agence grecque. Ce que je vous propose maintenant, puisqu'on a fait juste 3 dessins rapides, un petit peu dynamiques, on va réaliser en fait une élévation. Donc là, le dessin précédent, on va travailler d'après une image, et puis on a travaillé main levée d'un espace. Là, on va voir une autre forme de dessin technique, de dessin d'archi. Alors, bien évidemment, c'est un dessin qui se base sur le plan. C'est pour ça que j'ai l'exemple d'une petite cuisine de 9 mètres carrés. Et ce que nous allons faire, nous, c'est une élévation. Donc, pour l'élévation, vous vous souvenez, en fait, c'est une sorte de frise, on va dire, d'un pan de mur, et les choses sont dessinées sans volume, à l'opposé des dessins que l'on vient de réaliser assez rapidement. Donc pour ça, on a besoin d'un plan, on va travailler nous d'après le plan et on va parler d'échelle. Alors l'échelle, c'est assez agréable, mais ça nous permet en fait de concevoir le plan et de le dessiner et de comprendre tout de suite à quoi ça représente dans la réalité. Nous, pour ce petit exercice que nous allons faire ce soir, on va réaliser notre échelle au 1/20e, ce qui signifie qu'en fait, vous allez diviser par 20 les cotations que vous voyez. Notre petite cuisine fait 9 mètres carrés, le mur, et puis c'est plutôt bien fait. Donc on va vraiment se concentrer sur le mur, évidemment, où il y a l'évier, le réfrigérateur et tout ça, fait 3 mètres de long. Voilà, tout simplement, 300. Ben, ce 300, vous allez le diviser par 20, et ce qui va nous permettre en fait de réaliser notre dessin à l'échelle. Bien évidemment, je vais tout vous expliquer. J'ai déjà fait des petites cotations en amont, des petites cotations standards pour nous aider à avancer. C'est un exercice qui est assez agréable à faire et bien évidemment, n'hésitez pas à prendre des libertés. On est juste là pour aborder la notion de dessin en fait, en élévation de dessin d'archi un petit peu plus voilà, pointu avec la règle
et des cotations. Donc moi, je vous retrouve à la table de dessin pour faire un nouveau projet en dessin qui va être une élévation. Donc on est passé du dessin, je dirais un peu plus artistique, main levée, feutre, couleur, noir, crayon à papier. Là, on va attaquer un dessin un petit peu plus structuré. Je vous retrouve donc à la table de dessin. Donc, après ces exercices-là, on met de côté notre dessin, voilà. Donc là, maintenant, on va parler cotation. Ah, excusez-moi, voilà. Donc, on va travailler d'après ce petit plan. Alors, voilà, j'ai fait quelques petits tests cet après-midi pour vous montrer, en fait, à quoi ressemble une élévation d'après le dessin que nous avons, du plan, pardon, que nous avons. Tout simplement, c'est dessiner, en fait, toute la cuisine comme si elle était contre le même mur. Donc, vous avez tous les éléments de la cuisine qui sont rassemblés uniquement, en fait, sur une sorte de petit cartouche. Vous avez vu, on peut créer aussi des petites pastilles pour indiquer les matériaux. C'est un dessin que l'on peut faire en couleur ou en noir et blanc. On peut le faire plutôt à la règle et après, on peut s'amuser tout simplement à pincer à la main levée. Voilà quelques petits exemples que j'avais fait avant notre séance de ce soir. Donc là, on va partir sur cette cuisine de 9 mètres carrés. En amont, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de toujours prendre le temps de se faire des petites fiches pour voilà, des petits mémos sur tout ce qui est les dimensions standards. Là, nous avons déjà beaucoup de chance parce que, voilà, tout est globalement indiqué. Vous avez vu sur votre plan. On a donc la longueur qui est donc de 300, ce qui correspond à 3 mètres, et on a les différents blocs de cuisine, les blocs qui sont de 60, ce qui correspond à 60 cm, sachant que nous allons travailler une échelle de 1/20, donc on divise par 20. Donc tout simplement, 300 correspond à 15 cm. Voilà, donc là, je vais réaliser donc mon mur, celui-ci, qui va faire donc 300, donc 15 cm, et je dois décider de la hauteur, ma hauteur sous plafond. Alors de façon un peu arbitraire, moi j'ai décidé que ça serait 280. J'aurais pu faire 3 mètres, enfin voilà, 280, ça sera 14 cm. Donc moi je vais faire un rectangle qui va faire 15 cm par 14. Je prends mon format, excusez-moi là, que vous puissiez bien voir, je prends mon format, voilà, portrait pour que je puisse bien dessiner au centre de ma page. Donc on a dit 15 cm, c'est donc le bas de mon mur, et 14 cm de haut, c'est donc la hauteur sous plafond. Ce qui correspond à 3 mètres par 2,80. Donc, dessin réalisé évidemment à la règle. Voilà. Et 15 cm. Et dans ce rectangle, eh bien, je vais venir y poser tous ces éléments. Et en fait, tous ces éléments, je vais venir les aligner sur le mur du fond. Donc c'est parti, je sais donc que la largeur la profondeur de mon bloc fait 60 cm, ce qui équivaut donc en hauteur, mon meuble bas, il fait 90 cm, c'est une sorte de standard à peu près, hein. Donc 90 cm, si je le divise par 20, on est sur du 4,5. Et ça va être tous mes meubles du bas. Tous mes meubles du bas sont donc à la même hauteur. Donc j'indique 4,5 cm. Donc là, techniquement, la ligne que je viens de faire, c'est mon plan de travail. En dessous, là, ce sont tous mes meubles du bas. Et au-dessus, ça sera la crédence, des étagères, enfin voilà, toutes ces petites choses-là. Vraiment, c'est comme une sorte comme si on écrasait tout contre le mur. Et puis, je vais comme ça avancer. Donc, vous vous souvenez, dans le dessin, dans le plan que nous avons, en fait, il y a différents éléments. Et cette partie-là, je vais pouvoir la représenter tout simplement parce que je vais indiquer qu'elle est au fond du mur. Donc, tout va être comme aligné. Je vous montre sur cet exemple, regardez.
Ici, ce sont les plaques chauffantes. En fait, tout a été écrasé. Le L de la cuisine est écrasé complètement au fond. J'ai mis quelques annotations. C'est parti. Donc là, on est d'accord que ce sont des blocs, 2 blocs de 60 et un bloc de 120. Donc 60, ça va donc faire 3. Je vais faire... Donc je vais indiquer 3 cm ici. Mon premier bloc qui sera le bloc réfrigérateur. Ensuite 3 cm qui sera mon autre bloc. Ensuite j'ai mon bloc évier. Et lui c'est indiqué 120. Donc ça sera 60. Et celui-ci se trouve être celui-ci. Donc je n'indique rien. Je vais faire tout de suite une petite mesure. Alors le réfrigérateur, je dois vous dire que j'ai envie de faire un réfrigérateur haut. Donc je vais... Voilà. Je vais donc représenter le réfrigérateur haut. Les réfrigérateurs sont à peu près de 180 cm, plus ou moins, bien évidemment. J'ai pris ces mesures standards, mais voilà, pour certaines choses, c'est variable. Donc 180 cm, je serai donc sur 9 cm de haut. Donc mon réfrigérateur va aller jusqu'ici. Ça permet, en fait, l'élévation de représenter tous les meubles. D'indiquer aussi les combinaisons, par exemple, de tel espace. Ça permet d'indiquer les cotations, très important. Vraiment, quand on fait quelque chose de sur mesure, c'est extrêmement agréable. C'est un plan, non pas vu de haut, mais vu de face. Ici, c'est donc mon bloc évier, que j'imagine séparé en deux, peut-être par un placard. Donc, je vais l'esquisser. Puis parlons de mon plan de travail. J'ai quand même envie de dessiner l'épaisseur de mon plan de travail. Parce que ça raconte aussi une histoire, le plan de travail. En fonction de son épaisseur aussi, ça rajoute plus ou moins du charme. Donc vous voyez qu'en fait, en partant de ce simple plan, qui est extrêmement froid, où je n'ai pas d'indication, vous pouvez en fait vous l'approprier et commencer à choisir l'épaisseur du plan de travail, la qualité des matériaux, de jouer aussi avec les façades et les ouvertures. Donc vous avez en fait ici, ça serait je dirais votre base technique et puis après vous pouvez vraiment vous amuser et vous déployer. Donc, je vais réaliser un petit plan de travail. Alors, le plan de travail, l'épaisseur, bon, il y a des épaisseurs avec des standards différents, hein, c'est un peu moins de 4 ou un peu moins de 6. Moi, je vais prendre une épaisseur un peu forte pour que vous puissiez bien la voir. Donc, j'étais partie sur une épaisseur de 5,8 cm. Donc, j'avais fait mon petit calcul avant, ce qui représentait 0,29 mm. Donc, pour que vous puissiez bien voir, je me permets donc de le faire à 3 mm. Comme ça, vous voyez bien le plan de travail, l'épaisseur du plan de travail. Ensuite, après le plan de travail, là, ce qui est agréable, j'ai au choix, soit je pose une crédence ou bien un dosseret. Un dosseret, c'est une petite crédence qui n'est pas trop large. Donc, en fonction de l'atmosphère que je veux donner à mon espace, c'est là où ma partie créative commence à rentrer en jeu. Bon, je vais avancer tout doucement. Je vais peut-être partir sur une crédence peut-être de 80 cm. Donc comme ça me permet d'avoir des propositions de carrelage aussi, hein, de revêtement que vous pouvez proposer là. Donc je vais partir, je pose maintenant ma crédence. Après, vous inquiétez pas, j'indiquerai par le profil un robinet. Je comprendrai donc la pièce haut. Et j'indiquerai aussi, peut-être en posant une casserole, la plaque chauffante. Vous pouvez l'indiquer par des éléments. Donc là, j'y vais avec ma crédence. Alors au choix, crédence ou dosseret. Moi, je vais partir sur une crédence de 80 cm parce que je veux que ça soit un petit peu généreux. Et donc, ce qui fait... Je vérifie...
Quoique un dosseret, ça serait quand même beaucoup plus élégant. Moi, je vais partir sur un dosseret. Et le dosseret, c'est un peu moins. Parce que par rapport à mon réfrigérateur, je trouve que ça serait beaucoup plus juste. Et c'est ça qui est intéressant avec ce type d'élévation. C'est-à-dire qu'en le faisant, on se rend compte aussi de l'intérêt ou pas de certaines propositions. Donc là, j'ai mon dosseret qui est de 25 cm, donc ça veut dire que je peux m'amuser avec un carrelage sur mesure, avec un parement particulier par exemple, pourquoi pas en marbre, tout simplement. Au-dessus, je peux continuer puisque vous avez remarqué que je n'ai pas ces indications. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un meuble haut, par exemple? Est-ce que j'ai des étagères? Ça, c'est des choses que vous pouvez décider. Et avec maintenant le réfrigérateur, je peux aussi prendre des décisions pour que ce soit plus élégant. Par exemple, réaliser peut-être un meuble qui irait que au-dessus de l'évier et qui reprendrait, eh bien, qui soit la même hauteur ou peut-être un petit peu plus haut que le réfrigérateur. Donc, pour le meuble haut, c'est vrai qu'on a plusieurs choix. Ils peuvent être de 120, par exemple, de long, 80 ou 60. Et ça peut être donc des propositions faites sur mesure. Donc là, moi, je vais partir sur une proposition. Voilà. De 80. Donc, un peu, je voudrais qu'il soit, en fait, pas trop haut. Donc, je vais le faire 80, mais aligné et long. Voilà. Et peut-être en inox. Je vais pouvoir commencer à raconter des histoires. Et vous avez vu, il n'y a pas de profondeur. Je viens poser les éléments comme une sorte de collage, en fait, comme des papiers découpés que je viendrai aménager. Si je trouve que ce n'est pas assez haut, je peux modifier les choses, bien évidemment. Donc là, c'est parti. Je peux imaginer peut-être des étagères qui viendraient de chaque côté. Qui pourraient reprendre, par exemple, l'épaisseur du plan de travail. Je vais juste vérifier quelque chose. Je pense que je vais faire ce meuble un petit peu plus haut. Je le trouve un peu trop bas et c'est un peu dommage. On va faire un meuble un peu haut. Voilà. Donc, de 80 aussi. 80, ça me semble 80 de haut sera plus élégant. 80. Et je reviens au centre, indiquer n'hésitez pas à indiquer l'épaisseur du meuble, ça c'est très important. Je viens gommer parce que je trouve que c'est un petit peu trop fort. Et je viendrai à l'intérieur esquisser des étagères. Pas de profondeur, c'est très important. Et je peux aussi m'amuser à venir représenter quelques suspensions. C'est tout à fait possible. Et puis, je vais commencer à rajouter, par exemple, des éléments sur toutes ces façades. Alors, celle-ci, vous vous souvenez, hein, c'est donc en fait cette partie-là. Donc, je ne vais rien dessiner. Ici, ce sont des façades qui sont face à nous. On doit les traiter. Et puis, on peut décider, est-ce que c'est sous forme de placard? Quel type de poignée? Bien évidemment. Ici, vous vous souvenez que ça va être l'évier. Donc là, je peux venir indiquer un robinet pour indiquer que c'est un robinet. Je peux indiquer que je mets des spots. En fait, vous commencez tout doucement à considérer qu'ici, c'est une proposition et à imaginer, bah, tiens, si je rajoutais un élément haut ici, si je rajoutais des étagères comme ceci, et de cette élévation, donc de ce plan, en fait, vous construisez sur mesure cet espace.
Bien évidemment, vous pouvez imaginer des éléments sur mesure ou bien reprendre des éléments standards. Vous n'hésitez pas à avoir toujours avec vous une petite liste d'objets standards. N'oubliez pas, nous sommes au 1/20e, donc vous divisez par 20. Vous pouvez travailler à la règle ou bien main levée. Et c'est un outil aussi pour indiquer, par exemple, les matériaux, très important. Je pense qu'ici, je vais mettre juste au milieu, par opposition, des petites étagères. Ce qui est agréable aussi, c'est d'indiquer l'épaisseur dans le trait, l'épaisseur. Ici, vous vous souvenez, ça va être donc les plaques chauffantes. Il faut quand même que je les représente d'une certaine façon. Je vais faire comme ceci. Là, c'est notre fameux dorset. Donc, j'ai besoin, pour mon dorset, de représenter quand même de la matière. Donc là, on va dire, si c'était des carreaux, par exemple, de 15, ça serait donc du 0,75. Mais je vais le faire un petit peu plus grand pour que vous puissiez, voilà, bien voir. Donc, tous les 1 cm, je vais imaginer la pose du carrelage. Bien évidemment, vous pouvez après en faire un zoom de ce carrelage pour indiquer sa matière, sa couleur, sa texture et sa provenance. Très important de toujours indiquer, de toujours sourcer d'où viennent vos éléments. Et puis le carrelage aussi, vous pouvez sur le côté faire des propositions d'assemblage, faire des calpinages en fonction de vos projets. Là, je pars sur quelque chose de très classique et de très sage, mais vous pouvez bien évidemment faire des propositions différentes. Et puis par exemple, si je veux indiquer que c'est un carrelage peut-être artisanal, je fais, vous avez vu, d'abord les lignes, je les ai faites à la règle, et puis celles du milieu, je vais les poser à la main, et je vais venir esquisser peut-être une forme, ce qui va comme ça permettre d'indiquer, voilà, un petit épi à la main levée, pour donner aussi des indications sur les qualités différentes des matières. Vous pouvez, sur des élévations, ajouter de la couleur. Voilà. Là, j'ai pas de, voilà, j'avance vraiment, j'esquisse. Vous avez vu, c'est pas trop fort, parce que l'idée, c'est de réaliser un petit zoom matière pour faire un gros plan, pour montrer en fait la qualité du dessin. Donc là, par exemple, hop, je me déplace ici, et là, dans mon zoom, je peux venir expliquer plus en détail et faire vraiment avec la couleur, la matière et indiquer d'où vient le carrelage et la couleur. Donc vraiment, ça nous permet de raconter beaucoup d'histoires. Tout d'abord, les cotations, tous les éléments, la hauteur, les luminaires. Vous pouvez indiquer les prises électriques, c'est vraiment, on est à la frontière en fait entre un dessin technique et un dessin, je dirais, comme une note d'intention. On peut continuer comme ceci, on peut ajouter évidemment de la couleur. Ici, voilà, vous vous souvenez, je ne peux pas indiquer la profondeur, mais par contre, je peux indiquer le fait, bien évidemment, la plainte qui se trouve là, pour du réfrigérateur, par exemple. Vous pouvez indiquer la marque du réfrigérateur. Vous pouvez indiquer quelques éléments pour faire comprendre, parce que comme je n'ai pas de volume, j'ai besoin parfois de quelques éléments pour qu'on puisse comprendre que ce sont des étagères. Quand ce sont des accessoires que vous rajoutez, ayez la main très légère. Esquissez-les, de préférence. Là, par exemple, pour esquisser du verre, faites ceci. Et n'hésitez pas, par exemple, là, à indiquer inox. Et, par exemple, avec votre crayon, à venir esquisser la surface. Et vous venez l'esquisser ici.
Donc on peut par exemple décider que cet élément-là sera en inox. Et puis vous avez vu, c'est une esquisse, hein. Donc par contre, je vais bien séparer, voilà. Voilà, je peux repasser. Et là, main légère, je viens doucement esquisser, représenter un peu de matière. Alors, je le dessine dans ce sens-là, parce qu'il y a aussi un peu une notion de reflet dans l'inox. Je vais repasser un petit peu plus, voilà, c'est le travail. Par exemple, si assez vite je voulais indiquer que mon plan de travail est en chêne, par exemple, n'hésitez pas à utiliser plusieurs crayons de couleur, même pour incarner une petite couleur. Voilà, tout doucement. De couleurs. Et par exemple, je vais repasser à certains endroits. Et pareil, là, je peux aussi indiquer, hop, je fais une pastille. Je viens esquisser deux couleurs. Je trouve que c'est bien, c'est d'utiliser toujours un peu deux crayons de couleur et pas forcément qu'un seul. Et là, vous indiquez donc chêne. Pour par exemple le carrelage sur le sol, donc si vous souhaitez esquisser les couleurs, c'est possible. Dans votre petite pastille, n'hésitez pas à repasser sur chaque carreau, en fait, à le redessiner aussi. Vous n'êtes pas obligé de tout appliquer la couleur partout. Ça peut même être bien de le laisser un peu en suspens quand on n'est pas sûr, tout simplement, pour faire des propositions différentes. Donc vous voyez, c'est des petites propositions que vous pouvez comme ça apposer un petit peu partout. Le choix de la couleur aussi du mur peut être importante. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment exister. De dire, ben voilà, le mur du fond sera de telle couleur, et ça, je peux l'indiquer à ce moment-là de l'élévation, une sorte de parti pris un peu fort. Vous n'êtes pas obligé comme je vous disais, de forcément tout décider à ce moment-là, mais servez-vous de la couleur pour parler de votre projet. Voilà. Et toujours, vous indiquez d'où viennent les choses. Donc là, par exemple, hop, si c'est une couleur en particulier, vous représentez la couleur et vous indiquez son nom. Donc là, j'invente un petit peu rouge cardinal de chez La Ressourcerie, par exemple. Vous indiquez. Donc ça permet vraiment de se promener en fait dans le projet. Et puis de créer des liens en disant bah, tiens, si mon plan de travail il est en chêne, c'est que ça pourrait être intéressant, que mes petites étagères le soient aussi, par exemple. La couleur là, elle est là aussi pour indiquer la matière et pour voir si les choses fonctionnent entre elles. Vraiment, qu'il y ait une connotation. Ce petit meuble haut, en fait, bah, peut-être que ça serait beau s'il reprenait un peu ce concept aussi de meubles en inox, un petit peu de cuisine, voilà, semi-professionnelle. Donc, je viens esquisser. Là, je trouve que c'est peut-être pas assez fort. Donc, je viens marquer. Donc, vous voyez, en fait, on peut continuer à se promener et de rajouter des éléments. Alors, toujours, hein, j'avais dit que c'était une fenêtre, donc je peux marquer un peu plus. Choix des lampes aussi, hein. Vous pouvez plus les esquisser. Indiquer d'où elles viennent. Par exemple, ici, je vais aussi légèrement esquisser. Voilà. Et donc, vous pouvez donner comme ça toutes les indications de votre projet. Donc là, c'est une esquisse. Donc vous voyez, donc ça c'est quelque chose qu'on a fait ensemble avec plein de petites indications. Ça c'était aussi une autre version d'un dessin avec là pour le coup avec un petit peu de liner parce que si je rajoute mon liner, donc c'est vraiment ce feutre noir, ça va aussi faire ressortir quelques éléments
que vous souhaitez mettre en valeur, parce que vous trouvez que c'est des éléments qui ont de l'importance et un sens particulier à votre projet. Donc vous pouvez comme ça utiliser aussi un liner qui est un petit, voilà, le crayon un petit peu plus feutre de ce projet. Voilà, donc vous avez vu quelques petites possibilités, donc d'après le plan, de réaliser une élévation, donc le projet qui consiste à mettre à plat, à pousser complètement en fait la cuisine et à dessiner tous les éléments et aussi à trouver des pistes. Ça peut être aussi des dessins en fait de recherche, c'est ça qui est important. Alors, je reviens vers vous, voilà, pardon, excusez-moi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Donc, on a vu en fait ce soir des termes génériques de dessin d'archi que vous allez rencontrer lors de votre formation. Vous avez vu qu'il y en avait autant qui parlent de la profondeur, de la perspective, des dessins main levée. On a abordé assez rapidement ce soir ce qu'était qu'un dessin rapide, un dessin nerveux, avec la profondeur et un point de fuite. On a abordé aussi le dessin où on ne peut pas revenir en arrière avec le feutre, ou bien le dessin où on peut s'appliquer et gommer le crayon à papier, et puis l'élévation qui est un dessin un petit peu plus technique, qui peut être aussi un dessin de travail, vous aider quand on cherche quelque chose, plutôt qu'écrire en fait ses idées, on peut aussi les dessiner. Je pense que ça serait ça aussi l'idée du dessin en archi, c'est de l'utiliser en fait comme un outil de création, mais un outil de pensée aussi, qui vous permettrait d'affiner vos idées et de tester des choses différentes. Voilà, écoutez, j'espère que ce live vous a permis de voir un petit peu plus les subtilités que l'on peut retrouver dans le dessin d'archi et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore et à bientôt.